Tout d'abord, merci aussi à Liena d'avoir organisé cette journée et de m'avoir invitée. Et merci à vous d'être présents. Donc aujourd'hui, je vais vous donner deux présentations sur le bit et le bridle fitting, mais surtout sur l'adaptation du matériel. Donc on va parler de l'harnachement de la tête du cheval. Chose assez importante, avec des données pratiques aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler que de la théorie, mais je vais vous donner des petites astuces pratiques que vous allez pouvoir mettre en place voilà, avec vos chevaux. Donc, j'ai été très bien présentée par Bettina. Donc, en effet, oui, je suis active depuis de nombreuses années maintenant sous le titre d'Equibit Fit. Et on a fondé aussi une école, un centre de formation professionnelle pour Ergonomeka en France. Qui propose une formation complète de bit fitting, bridle fitting, saddle fitting et boot fitting, donc pour les hipposandales. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que le bit et le bridle fitting? En fait, c'est un spécialiste en embouchure, bridon et en azur. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter uniquement à l'adaptation du mors du cheval. Le terme bit fitting vient de l'anglais. Mais aussi, on va regarder le bridon et tout ce qui est en azur, c'est-à-dire aussi tout ce qui est sans mors. Parce que là aussi, c'est très important que le matériel soit adapté. Souvent, comme cavalier, on dit c'est sans mors, il n'y a pas de mort, c'est gentil, c'est simple, on peut mettre un peu n'importe quoi. Et en fait, pas du tout, le matériel doit être lui aussi adapté. Pour être bitfitter, en fait, c'est une formation professionnelle complète qui englobe des connaissances en anatomie, en dentisterie, en biomécanique, posturologie du cavalier, saddle fitting et bien sûr tout ce qui est mors, bridon et en azur. Les premières formations ont démarré en 2012 et les premières personnes qui ont participé à ces formations étaient principalement des techniciens dentaires équins, des vétérinaires et des entraîneurs. Donc, c'était un public très spécifique. À l'heure actuelle, on va dire que toute personne passionnée par les chevaux peut suivre la formation. On a en fait un suivi des couples cavaliers-chevaux. C'est-à-dire que le bit fitting, ce n'est pas ce qu'on appelle un one-shot. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire appel au bit fitter une seule fois dans la vie du cheval. On a un réel suivi depuis le jeune cheval jusqu'à son évolution dans le travail. Donc là, bon, on va dire avec les années, il y a des chevaux que je suis vraiment depuis le premier mors d'avant le débourrage. Donc ça, c'était aussi des choses qui, au départ du bit fitting, n'étaient pas censées, on va dire, exister. On disait toujours, on fait venir le bit fitter quand on a le cheval bien en main sous la selle, qui connaît les trois allures. En fait, pas du tout. Le choix du mors et du bridon se fait déjà même avant de se mettre sur le cheval. Pourquoi? Parce que souvent, on va commencer à habituer le cheval au mors, on va le travailler en main, on peut le travailler aux longues graines. Et là, déjà, dès le départ, c'est très important que le matériel soit bien adapté pour le cheval. Parce que sinon, on va créer déjà une gêne dès le départ et une mauvaise expérience du cheval par rapport au matériel. Le but de ça aussi, c'est la prévention des blessures. Alors vous allez me dire, oui, c'est clair, on n'a pas envie qu'il y ait du sang dans la bouche, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça pendant mes deux présentations. Et en fait, ce ne sont pas uniquement des blessures visibles qu'on peut avoir, qui sont liées à une mauvaise adaptation du matériel. Et ensuite, on a les résultats sur le terrain. C'est-à-dire qu'un cheval avec du matériel adapté, moi je compare toujours ça à un sportif. Et pour ceux qui aiment le vélo, on ne voit pas quelqu'un faire le Tour de France à l'heure actuelle avec un vélo d'il y a 100 ans. On voit l'équipement est très technique, a évolué. Et là, c'est pareil aussi, les résultats sur le terrain, on voit des chevaux qui sont suivis et on a de meilleurs résultats sur le terrain. C'est des petites choses qui font la différence. Alors du coup, on va me dire, oui, mais du coup, le bit fitting, ça ne concerne que l'élite, ça ne concerne que les chevaux de haut niveau. Eh bien, pas du tout. Ça concerne aussi les chevaux de centre équestre. Donc, je dis toujours, ça va du petit poney Shetland avec les enfants au cheval sélectionné pour les Jeux olympiques. Ça concerne vraiment tous les chevaux et tous les cavaliers.
Alors, il y a eu des études scientifiques, il y en a toujours par rapport à l'équipement, aux signes de douleur du cheval et à la biomécanique. C'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses études, même déjà avant 2012. Les personnes qui ont fait ces études scientifiques étaient considérées un peu comme des pionniers. Par rapport aux études sur les morts, c'est un petit peu tombé, on va dire. Il y a un peu moins d'intérêt. Il y a un peu plus d'études à l'heure actuelle sur l'adaptation du bridon. Et les premières études sur l'adaptation du bridon datent de 2018. Donc, dans le temps, c'est assez récent. Si on compare par rapport à la selle, c'est beaucoup plus récent. Et il y en a aussi moins que par rapport à la selle. Je ne sais pas si les interprètes ont eu le temps de traduire pour les personnes en allemand. Donc, le bit et le bridle fitting, on va voir d'un côté, on peut dire c'est très simple, il y a déjà des choses que tout le monde peut faire, l'adaptation du mors et du bridon. Donc, 4 règles simples, la taille du mors, la taille du bridon. Quand on parle du bridon, ça vaut aussi pour les enasures. Donc, en fait, quand on va parler de l'ajustement du bridon, eh bien, on peut adapter tout ça à tout ce qui est sans mors. La position du mors dans la bouche, l'ajustement de la muserolle, le choix de la muserolle. Ça, ce sont des règles simples de base du bit fitting. De l'autre côté, on a vraiment le bit fitting plus spécialisé, c'est-à-dire l'adaptation réellement du matériel au cheval par rapport aux sensibilités du cheval. Chaque cheval a des sensibilités différentes, à ses problèmes physiques. Alors, le cheval parfait, il n'existe pas. Nous ne sommes pas parfaits non plus. Et donc, on a des chevaux parfois qui ont des problèmes physiques, qui ont eu des faiblesses dès le départ, qui ont eu un accident, donc qui ont des problèmes locomoteurs également. Des traumatismes, ça peut arriver. Et donc, on va en tenir compte lors d'une consultation. Alors, quels sont les signes d'un mors ou d'un filet inadapté? Alors, on va dire qu'il y a des déformations professionnelles et donc dès que je vais voir une photo ou une représentation, et je pense que vous aussi à la fin de la journée, vous allez vous dire « mince, il y a plus de matériel inadapté que je ne pensais ». On a un autre regard en fait sur, on va dire, ce qui est publié, sur les chevaux qui nous entourent par rapport au matériel. Par rapport à ces signes de matériel inadapté, on a déjà aussi les signes physiques qui peuvent nous donner des indications. Par exemple, des rougeurs sur les muqueuses, des irritations, des aftes de réaction allergique par rapport aux morts. On va avoir les lésions sur les barres. Donc les barres, c'est les parties osseuses où il n'y a pas de dents. On peut avoir des plaies. Alors ça, c'est signe de lésion fraîche et donc vraiment actuellement un mors qui est inadapté, mais on peut avoir des périostites ou des surosses. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre une date de quand est-ce que ça a eu lieu. Et bien souvent, c'est ce que je dis, c'est ce que le nouveau propriétaire a hérité du propriétaire précédent. Il y a beaucoup de cavaliers qui disent « Ah, j'ai un problème avec ce cheval-là, je ne comprends pas, mon autre cheval, je n'ai pas tous ces problèmes. » Puis on regarde dans la bouche et on dit « Oui, vous venez de l'acheter, il a des petits cadeaux du passé. » Les lésions de la langue, l'irritation de la voûte du palais, une usure des prémolaires. Alors là, c'est plutôt le dentiste qui va vous l'indiquer, qui va vous dire on a une usure anormale des prémolaires, des lésions au niveau des commissures des lèvres et par exemple aussi tout ce qui est hypersensibilité autour des oreilles, les premières cervicales, etc. Donc, avant tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter les lésions. Donc ça, ce sont tout ce qu'on peut appeler des lésions visibles. Alors, ça peut être en extérieur, hein, donc là, sur l'os nasal. Donc, vous voyez, donc, avec des surosses et des traces cicatricielles. Ici, des plaies dues au mort, mort de filet, mort de bride, avec plaies anciennes et puis plaies fraîches. Alors, il faut bien penser qu'une lésion comme ça se fait au bout de 2 minutes. Donc, une lésion dans la bouche, en montant 2 minutes, vous pouvez déjà créer une lésion dans la bouche. Donc, il ne faut pas dire que c'est après 1 heure d'avoir cisaillé dans la bouche qu'on va créer ce genre de lésion. Des lésions plus importantes ici. Ça, c'est un cheval d'attelage. Donc, vous voyez des plaies fraîches au niveau des barres. Il en avait aussi au niveau de la langue.
Et ici, des poils blancs. Alors, c'est un cheval de 9 ans, hein, donc ce n'est pas un vieux cheval. Au niveau de l'articulation de la mâchoire et au niveau de la nuque. Donc, ça, c'est très significatif de bridon inadapté. D'autres lésions aussi. Alors, celle-ci, elle est sous la langue. Hop, hop, hop. Ici, elle est sous la langue, donc c'est vraiment aussi une plaie fraîche. Elle est beaucoup plus difficile à repérer pour un cavalier parce qu'elle est vraiment placée sous la langue, mais ça donne des chevaux très, très réactifs. Donc, en fait, c'est très, très douloureux pour le cheval. De l'autre côté, le petit cheval ici, on a des poils blancs et des surosses parce qu'on lui a essayé différents types de museroles. Donc, voilà, c'est ce que ça a donné comme résultat. Et ici, ça c'est donc sur un crâne, mais c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Donc en fait, ce sont vraiment les lésions qui sont le plus souvent rencontrées chez les chevaux. Ce sont donc ces périostites sur os qu'on va trouver au niveau des barres. Donc ça vous fait un petit bombé sur la barre. Ou alors les crevasses. Alors, les sur-os sont plutôt causés à cause du frottement du mors. Et ça a été beaucoup plus constaté aussi avec des morts double brisure, ce qui fait que déjà certains vétérinaires dentistes ou même certains bitfitters ne veulent plus utiliser des morts double brisure et uniquement proposent des morts simple brisure. Après, moi j'en ai déjà vu aussi avec des morts simple brisure. Donc c'est vraiment l'adaptation du matériel qui va faire ou non l'apparition, on va dire, de ces surosses. Mais ce sont donc les lésions les plus fréquentes, jusqu'à 35% des chevaux de sport présentent des surosses sur les barres. Donc soit discipline comme le dressage ou l'obstacle, ou même chez les chevaux islandais. Les crevasses, donc vraiment là on a un creux sur la barre. En fonction de la position du mors, on va plutôt le retrouver au milieu de la barre, par exemple pour les chevaux montés en bride, ou plus proche des prémolaires pour les chevaux montés avec des mors droits, ou par exemple avec aussi des mors d'attelage. Et donc là, on va le retrouver en effet beaucoup plus chez les chevaux d'attelage, ces crevasses, et là c'est dû à l'appui du mors. Donc on va voir l'os qui va se creuser. Après, on a ce qu'on appelle un petit peu les signes, entre guillemets, comportementaux. Alors, certains, on va dire, disent bah, le cheval, il l'a toujours fait. Non, c'est pas normal. Donc, on a la bouche ouverte. Alors, ça, si on va en reprise de dressage, généralement, c'est très mal vu. Hein. On préfère que le cheval ait la bouche fermée. Le cheval qui sort la langue, qui passe la langue au-dessus du mors, qui bat les lèvres, qui fuit le contact, qui s'encapuchonne, qui vient avec une tête haute en girafe, qui balance la tête. Alors, on a des chevaux qui font comme ceci et des chevaux qui font comme ceci, ou qui jettent la tête. Certaines formes de head shaking. Il y a des formes de head shaking qui sont dues au matériel. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle vraiment du head shaking, mais on a des chevaux qui vont vraiment faire du head shaking uniquement quand ils sont montés. Certaines formes de boiterie. L'expression boiter au mors est vraiment un fait réel. Donc on a des chevaux qui vont être irréguliers ou qui vont vraiment boiter, voire trébucher à cause de leur matériel. Alors j'ai une explication là-dessus. Généralement, c'est un cheval quand même qui a un problème qui est irrégulier. Et avec du matériel inadapté, on va le voir beaucoup plus, ce qui peut provoquer aussi des chutes de cavaliers, entre autres. Après, si on réadapte le matériel, le cheval, on ne va pas dire qu'il va être régulier à 100%, mais ça va être beaucoup plus masqué. Donc le cheval va aussi plus se tenir. Se porter sur l'avant-main, c'est aussi une chose, il faut qu'il s'appuie en fait. C'est ce qui donne une sensation aussi de cheval qui est dur en bouche. Donc ils vont figer complètement l'encolure. Manque d'équilibre, mord le mors. Alors souvent, il y a des cavaliers qui confondent mordre le mors et décontraction. En fait, le cheval ne peut pas manger son mors, donc il ne peut pas le mordre. Le signe de décontraction, c'est quand on a uniquement la mandibule qui est détendue et qui suit le mouvement du cheval, qui a l'effet de balancier et qui suit le mouvement du cheval. Le fait de vraiment chiquer son mors n'est pas du tout un signe de décontraction.
et l'hypersalivation écumeuse. C'est-à-dire on a des chevaux, je vais déjà le mettre en allemand, on a des chevaux qui vont baver. Alors ça, quand ils vont baver d'une certaine façon, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas déglutir. Parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui vont remonter la langue. En fait, normalement, le mors, il doit poser sur la langue et on va avoir des points d'appui sur la langue du cheval. Si les points du mors, les points de pression du mors ne sont pas ressentis par le cheval comme agréables, il va retirer sa langue. Il va la mettre au fond de sa gorge. Donc, on a un contact, on va dire, plus ou moins flottant, déjà aussi. C'est ce qui va faire aussi qu'on a des lésions plutôt sur les barres, dans la majorité des cas. Et aussi que le cheval ne va pas pouvoir bien déglutir. Alors, certains parviennent quand même encore à déglutir, d'autres pas, et on va avoir vraiment un petit filet baveux. Mais il y a une autre suite à ça. Si le cheval retire sa langue du contact et le met au fond de sa gorge, et on n'a pas pour autant une bouche ouverte, il va bloquer son dos. Ça, je vais vous expliquer aussi dans une autre présentation. Mais là, on va dire un petit exercice du matin pour vous réveiller. Si vous mettez bien droit assis sur votre chaise, faire ce petit exercice-là. Et puis, vous pouvez aussi mobiliser votre langue et à un certain moment, essayer de la mettre le plus au fond possible dans votre gorge et ressentir un petit peu qu'est-ce que ça vous fait. Alors, certains expérimentent et disent, bah, tiens, le bas de mon dos, il est un peu plus tendu. D'autres disent, bah, tiens, c'est différent. Mais chaque fois, ça fait des réactions différentes, en fait. C'est ce que vous allez avoir aussi chez le cheval. Donc, l'adaptation du matériel au cheval, eh bien voilà, comme je vous ai dit aussi, on va avoir un œil différent en fait sur certaines photos qui vont être publiées, on va dire un peu aussi sur les réseaux. Alors ici, c'était lors d'une représentation historique. Et là déjà, on voit le cheval, il n'est pas heureux, il ouvre la bouche. Bon, au niveau du matériel, vous allez voir, je vais vous expliquer, mais ce n'est pas du tout adapté. Donc, en fait, on a un cheval qui n'est pas du tout en position confortable. Même chose ici. Donc, ici, on met des enraînements pour essayer d'obtenir un cheval avec une tête plus basse. Et en fait, on ne fait qu'aggraver la situation. Donc, vous avez vraiment aussi les muscles de l'encolure qui sont hyper tendus. Et là, on a très clairement aussi le cheval qui n'utilise pas son dos. Donc, voilà, je veux dire, si on regarde un petit peu autour de soi, on se rend compte que il y a plus de chevaux en fait où il y a des problèmes aussi, on va dire, d'équipement que ce qu'on pense. Pareil ici sur ces photos-ci, une petite image classique et qu'est-ce qu'on constate ici? Voilà, on a un petit poney avec la bouche ouverte. Alors vous allez dire, mais c'est exagéré. Et oui et non, c'est pas si exagéré que ça. Et ça, en fait, c'est des choses déjà qu'on aurait pu adapter très simplement. Mais pourtant, si on analyse cette image-là, on voit que le cavalier a voulu bien faire. On a un mors simple brisure. Hein. On a un canon plutôt épais parce qu'on se dit, au plus le mors est gros, au plus c'est gentil. Ça donne moins de points de pression. On a retiré la muserolle, comme ça on ne fait pas muselière pour le poney, ce qui peut être une bonne idée. Mais quand on voit en fait ici, le poney il n'est pas content, le cavalier il n'est pas content non plus parce que le poney ne réagit pas à ses demandes. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le bridon il n'est pas adapté du tout. Vous voyez, les boucleries sont beaucoup trop hautes, les montants du filet sont trop longues, le mors, il est trop long, du coup, il sort complètement de la bouche. Il n'y a aucune stabilité au niveau de ce bridon. Et le résultat des courses, c'est qu'on est dans un problème de communication entre le cavalier et le cheval. Le cheval, il ne comprend pas ce qu'on lui demande, parce que ce qu'on lui transmet n'est pas bien transmis, puisque le matériel n'est pas adapté. Ça bouge dans tous les sens. Donc, ce n'est pas agréable pour le poney. Et pour le cavalier, on pense souvent, c'est plutôt, on va dire, c'est typé jeune enfant, mais on va le voir aussi sur d'autres photos. Ce n'est pas spécialement pour des débutants. Ça arrive aussi plus même à du haut niveau. Donc, voilà, pour l'enfant, souvent, c'est frustrant parce que le poney, il n'écoute pas.
Alors vous allez pouvoir me dire, oui, mais normalement, c'est la position du cavalier qui donne les indications, etc. Quand on a un cavalier débutant, bien souvent, tout se passe à travers les mains, bien plus qu'à travers la posture. Et donc là, on a deux, on va dire, personnes frustrées, et le cheval et le cavalier. Et puis si on a le coach sur le côté, il va dire, tu ne fais pas l'exercice comme je t'ai demandé. Mais en fait, ils ne peuvent pas le faire. Ils sont dans l'incapacité. Une autre situation, on va retrouver les mêmes données. Mais vous voyez le cheval de dressage ici, si vous observez un petit peu plus, on a vraiment le mors de bride qui, lui, est trop épais, trop long. Il sort de la bouche. Donc là, le cheval, il est en train d'essayer d'ouvrir la bouche. Bon, alors lui, il est muselé, hein, donc il ne peut pas, mais on voit quand même qu'il écarte les lèvres, il essaye d'ouvrir la bouche. Pour la même raison que le petit poney, on a un mors qui est trop long et trop épais. Donc, on manque de précision. En plus de ça, on a une bride qui n'est pas du tout stable. Donc, vous voyez au niveau de la tétière, vous avez les lanières qui vont bouger. Donc, quand on a le cavalier qui va prendre un petit peu de contact sur le mors de bride, il y a la bride qui va bouger, qui va se décaler. Et donc, là aussi, on a un manque de précision. Donc, comme on a un manque de précision, les résultats, ils ne sont pas bons. Donc, on a un cheval qui n'est pas dans une bonne posture, là, déjà. Et en plus de ça, ça va se voir aussi sur les résultats de la reprise de dressage. Photo du dessus, qui est aussi un petit classique. J'essaie de retrouver le pointeur. Voilà. Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, il n'y a rien qui va. Et ça, ce sont des situations que nous, on va rencontrer en consultation. Parce que là, on a plusieurs choses, on va dire, qui ne vont pas. Alors, vous allez me dire, si vous regardez la posture du cavalier, elle est beaucoup trop devant, la selle, elle avance, c'est pas bon, le cheval, il doit avoir mal au dos, ça c'est vrai parce qu'il creuse le dos, il tend l'encolure, il redresse la tête, donc il doit avoir mal à la nuque, il ouvre la bouche, le mors, du coup, il n'est pas positionné comme il faut. Bref, vous allez me dire, mais par où commence-t-on ? On est dans la situation, est-ce qu'on appelle d'abord le saddle fitter? Est-ce qu'on appelle l'ostéopathe? Est-ce qu'on appelle le coach pour essayer de redresser la chose avec le cavalier? Est-ce qu'on appelle le bit fitter? Ouais. Souvent, en fait, c'est ça. On est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on a une chose qui ne va pas, les autres choses vont se dérégler également. Et puis, si votre cheval aussi n'est pas bien devant, forcément, il ne va pas être bien derrière. S'il n'est pas bien derrière, il ne va pas être bien devant. Et donc là, il faudrait presque qu'il y ait tous les professionnels en même temps, mais ça n'arrive quasiment jamais. Il faut que les agendas fonctionnent pour tout le monde. Mais en attendant, voilà, ce n'est pas une bonne situation. Et souvent, malheureusement, on voit que dans ces situations-là, déjà, certains proposent des enraînements. Ce qui ne fait pas partie en fait de ce que je recommande. Mais là déjà, en adaptant le matériel, on peut déjà apporter des résultats. C'est-à-dire que le cheval vienne prendre le contact et qui du coup va beaucoup plus utiliser son dos, ce qui va permettre déjà au saddle fitter de mieux fitter la selle, ce qui est important. Alors, vous allez dire, oui, adaptation du matériel, oui, mais. Alors, on a aussi le matériel sans mors qui doit être, lui, adapté. Donc, en fait, même quand on a du sans mort, on doit adapter le matériel. Comme vous voyez ici, on a un petit side pull simple. Donc là, on peut se demander aussi, est-ce que ce side pull va être assez fixe quand on va avoir une action sur les rênes? Est-ce que ça ne va pas trop bouger? Donc là aussi, au niveau des enasures, on doit adapter le matériel. C'est aussi un moyen de communication avec le cheval. Ici, pareil, on a le cafson, il tombe beaucoup trop bas sur l'os nasal du cheval. Donc, en fait, il bouche les naseaux. Donc là aussi, ce n'est pas agréable pour ce cheval-là. Et puis après, est-ce qu'on utilise du matériel, on va dire, gentil ou non? Donc l'harnachement, c'est réellement un moyen de communication. Le mors ou le sans mors sont la prolongation de la main du cavalier. Il s'agit d'un moyen donc de communication, un des moyens. Je vais rajouter, ce n'est pas tous les moyens, mais c'est un des moyens. Et dans tous les cas, on va exercer une pression. Et cette pression doit être ressentie par le cheval comme quelque chose de positif.
Parce que si cette pression donne comme indication chez le cheval un ressentiment négatif, douloureux, il ne va pas y répondre de la façon dont on attend à ce qu'il réponde. Donc ça ne doit pas causer de douleur, ni de crainte. Et malheureusement, on a beaucoup de chevaux qu'on voit qui ont vraiment des traumatismes, on va dire, beaucoup plus, on va dire, psychologiques, parce que quelque part, ça leur a fait mal à un certain moment, par rapport aux morts et aux bridons, même que par rapport à des traumatismes physiques. Il faut savoir aussi qu'un cheval stressé ou craintif ne pourra ni apprendre ni performer. Et là, j'ai le petit exemple du caillou dans la chaussure. Parce que beaucoup de coachs ils vont dire « oui, mais tout dépend de la main du cavalier ». Alors ça, c'est souvent une réponse. Ah ben, si on a une bonne main, façon de parler, on peut mettre n'importe quoi. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Enfin, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas contre. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes tous assis. Imaginez-vous, on va chercher un petit caillou dehors. Et chez chacun d'entre vous, on va mettre un petit caillou dans une des chaussures. Vous êtes assis. Okay. Vous sentez le caillou. Pour peu que vous ayez des chaussures un peu plus serrées que d'autres, vous sentez quand même le petit caillou. Donc, pendant que vous allez écouter ici ce qu'on va vous dire aujourd'hui, vous allez quand même avoir en tête, il y a ce caillou dans la chaussure, la première chose que je vais faire quand je sors, c'est l'enlever. Est-ce que vous avez mal? Non, mais vous avez une gêne. Par contre, je vous dis, OK, on met le caillou dans la chaussure et vous allez tous courir faire le tour de l'hippodrome. Alors, il y en a certains qui vont se rebeller, qui vont dire « non, mais elle est folle ». Il y en a d'autres qui vont dire « il y a peut-être quelque chose à gagner, alors je vais essayer de le faire, mais en boitant, enfin en étant sur un pied ». Et il y a peut-être un autre groupe qui va me dire « oui, mais vraiment à gagner, si je suis le premier, je vais peut-être gagner, je ne sais pas moi, un lingot d'or », on va dire ça comme ça. Et du coup, vous allez courir sur les deux pieds, mais chaque fois en évitant le caillou dans la chaussure. C'est l'exemple du matériel qui n'est pas adapté. La main douce, vous êtes assis ici avec le caillou dans la chaussure. Ça fait pas mal, mais il y a une gêne. Ça veut dire que même avec une main gentille, quand le matériel n'est pas adapté, votre cheval ne va pas être à 100% réceptif que si vous avez une main gentille, plus du matériel adapté. Parce qu'il ne ressent pas de gêne du tout. On a ôté le caillou. Et forcément, si je demande de faire le tour de l'hippodrome avec le caillou, ça c'est la main plus dure. Et c'est comme ça qu'on va voir des chevaux qui vont soit se rebeller, ah ben ce cheval il est ingérable, il se cabre, il éjecte le cavalier. Il y en a d'autres, on va dire, ben, il fait tous les signes, on va voir que le matériel n'est pas adapté, c'est ce que j'ai mis juste avant, la bouche ouverte, il sort la langue, il jette sa tête. Et puis, on a la troisième catégorie, les bons, braves chevaux qui vont dire « ok, ben, je vais faire ce qu'on me demande », mais qui, au fur et à mesure, vont créer des tensions physiques. Ils vont avoir des blocages, voire même avoir des tendinites, parce qu'ils ne vont pas fonctionner aussi bien que s'ils avaient du matériel adapté. Donc, adaptation simple du mors et du bridon. Eh bien voilà, on va regarder dans la bouche la position du mors. On peut déjà avoir des observations statiques. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez faire déjà avant de monter. Il ne faut pas être bitfitter pour faire ça. Donc on va regarder la position du mors déjà, qu'elle ne soit pas trop proche des prémolaires. On vous dit, ben, si vous ne voulez pas mettre les doigts dans la bouche, eh bien, ce que vous faites avant de monter, vous écartez les lèvres du cheval. Vous regardez déjà aussi que le mors ne soit pas trop bas quand il s'agit d'un mâle, que ce ne soit pas contre les canines. Et vous regardez aussi si la langue du cheval peut prendre toute la place dans la bouche, même avec un mors dans la bouche. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux déjà en statique, ils retirent leur langue. Ou ils passent déjà la langue au-dessus du mors. Et ça ne se voit pas toujours précisément. Il y en a qui gardent la bouche fermée, mais la langue n'est pas en place. Là, on n'a pas encore d'action du tout des rênes, hein, on n'a pas de tension, mais déjà en statique, on a des chevaux qui ne sont pas bien. Donc, observez avant de monter. Regardez déjà, est-ce que ça va en statique? Est-ce que mon mors des deux côtés de la bouche est bien ajusté? Est-ce qu'il n'y a pas un des côtés du mors qui sort plus que de l'autre? Parce que souvent, on regarde du côté, on s'occupe du cheval, mais on ne regarde pas de l'autre côté.
Et si vous regardez ici déjà sur un simple brisure, vous voyez s'il est trop long, là en pointillé ce sont les barres, ça va déjà faire des frottements. En allemand. Et quand on a un mors double brisure, ce qui va être intéressant, c'est de regarder des deux côtés. Donc là, on a une coupe transverse de la tête du cheval et vous voyez un mors double brisure. Mors double brisure, déjà, c'est équilibré. On a deux parties de la même longueur et une olive centrale. Mais si vous regardez ici, eh bien, le mors, vous voyez qu'il n'est pas équilibré. Alors, comment est-ce que ça peut se faire, même si vous l'avez bien ajusté? Parce que déjà, tous les crânes des chevaux ne sont pas symétriques. Il y a beaucoup de chevaux qui ont une tête dissymétrique. Alors, certains, ça se voit en extérieur, d'autres pas. Mais c'est surtout important pour vous, allez checker. Vous regardez d'un côté, vous voyez pas l'olive centrale. Donc là, vous dites, de ce côté-ci, le mors est bien positionné. Vous voyez, la langue n'est pas écrasée. Si vous allez regarder de l'autre côté de votre cheval, déjà, vous avez la jonction entre la partie du mors et l'olive centrale qui va faire des points d'appui sur la barre. Et ici, la langue va être écrasée. Donc, une fois montée, il y a des risques que le cheval il retire sa langue de ce côté-là. Donc, votre contact ne va pas être pareil d'un côté où le mors est bien positionné et de l'autre. Vous allez dire comment ça se fait? Ben, oui, comme je viens de vous dire, tous les chevaux ne sont pas symétriques. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Changer de type de mors, c'est-à-dire mettre un mors qui ne va pas faire ces points d'appui-là. Parce que déjà, là, dès le départ, vous démarrez mal. Donc, de nouveau, c'est un petit truc. Allez regarder dans la bouche de votre cheval avant de monter, côté gauche et côté droit. Oui? Dans ce cas-ci, il faut changer. Mais en effet, on a des fois des chevaux qui ont un décalage au niveau des dents, où là, c'est vrai qu'on peut régler le bridon de façon dissymétrique. Mais ces cas-là sont beaucoup plus rares. Par contre, ceci, c'est beaucoup plus commun. Ouais. Oui. On peut prendre, il y a certaines doubles brisures à l'heure actuelle qui sont plus simples. On n'a déjà pas cette jonction comme on voit ici. Hein, donc, c'est plus plat. On va dire ça comme ça, et du coup, on n'a pas ces points de pression, on va dire, qui vont rendre les choses dissymétriques, mais ou oui, passer à une simple brisure. C'est une autre option. En tout cas, si c'est tout ce que vous avez sous la main, je dirais oui, entre-temps, passer une simple brisure. Parce que là, vous allez avoir une différence de contact entre la gauche et la droite. Et souvent, quand on montre aux cavaliers, ils disent « Ah ben oui, en effet ». C'est ce que je ressentais, mais je ne savais pas d'où ça venait. Alors des fois, on se remet soit en question, on se dit bah, c'est moi parce que je suis dissymétrique ou c'est parce que le cheval est dissymétrique dans sa locomotion, on va dire, alors qu'en fait, à la base, c'est quelque chose de tout simple. Vous changez de mors et déjà, on a corrigé beaucoup de choses. Donc, autre petite chose facile déjà à mettre en place également, dans l'adaptation du matériel, et ça, vous pouvez le faire en statique, bien, regardez bien au niveau de la tétière, déjà. Est-ce qu'on dégage bien les oreilles du cheval en statique? C'est-à-dire, vous devez pouvoir déjà passer un doigt entre l'oreille du cheval et la tétière. Et si vous avez une découpe qu'on dit anatomique, eh bien, elle doit descendre bien jusqu'en dessous de l'oreille du cheval. Elle ne doit pas s'arrêter à mi-chemin. Sinon, ça va vous donner une sensation, si vous portez des lunettes, que ça va appuyer derrière vos oreilles. C'est assez horrible comme sensation. Pour le cheval, c'est pareil. Et ça, c'est de nouveau en statique. Pourquoi déjà observer en statique? Parce qu'une fois que vous allez être en mouvement avec le cheval, ben, c'est comme nous, les muscles, ils vont se dilater, etc. Donc, si en statique, déjà, c'est serré, on a des points de tension. En dynamique, une fois que le cheval va être monté pendant 1 heure, vous partez peut-être en randonnée pendant 2-3 heures, bien, ça va commencer à serrer, à faire mal. Et on a des cavaliers qui s'étonnent, ils disent au début de séance, ça va, et puis à la fin, il commence à secouer la tête, il est embêté, il est gêné. C'est logique. Le réglage des boucleries, eh bien, on va essayer aussi que ce soit pas trop proche de l'articulation de la mâchoire. Et donc, on va aussi veiller à dégager la vue du cheval.
Le serrage de la muserolle, eh bien là, on a la petite règle aussi pour pas trop serrer la muserolle et l'ajuster correctement. Ce sont des choses qu'on peut adapter aussi pour le sang mort. Mais il y a d'autres éléments aussi, donc, comme je vous ai déjà expliqué, qui vont intervenir lorsqu'on va adapter le matériel. C'est-à-dire la posture du cavalier va avoir une influence, la selle qui doit être adaptée et le management du cheval. Quelles sont les conditions de vie du cheval? Est-ce que c'est un cheval qui est enfermé H24 au box? Est-ce que c'est un cheval qui vit au pré, etc. Et son type d'alimentation. Tout est important car tout est lié. Donc l'adaptation du matériel ne s'arrête donc pas à l'adaptation de la taille du mors et du bridon. Chaque élément va entrer en jeu. Et pourquoi? Parce que nous avons des liens invisibles qui relient la bouche du cheval avec le reste du corps du cheval. Et on a des éléments principaux. On a l'articulation temporomandibulaire, donc c'est l'articulation de la mâchoire, l'appareil hyoïdien et les muscles et fascias. Alors ici, on a une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui. Alors, ces liens invisibles, on va pouvoir... Alors, attention, les images peuvent choquer certains. Au niveau de dissection de chevaux, on fait des tests en mettant un mors dans la bouche du cheval et en fonction du type de mors, on va avoir plus ou moins d'amplitude de mouvement du postérieur du cheval. Et pour chaque cheval, ça va être différent. Donc, vous pouvez essayer un simple brisure chez un cheval, il va avoir une bonne amplitude de mouvement. Chez ce même cheval-là, un double brisure, il n'aura pas une bonne amplitude de mouvement et inversement sur un autre cheval. Si on ressent aussi au niveau des muscles du dos, on va avoir aussi plus ou moins de mouvement et on a fait les tests aussi pour le membre antérieur. Donc les liens invisibles, en fait, mais tout est lié. L'articulation temporomandibulaire. Donc, elle a une perception sensorielle, c'est un des éléments majeurs du système masticatoire. Elle donne une information posturale parce qu'elle est reliée à l'oreille interne, l'oreille moyenne du cheval. Les liens musculaires, donc il y a énormément aussi qui partent de l'articulation. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de nombreux chevaux avec des problèmes de l'articulation temporomandibulaire avec ou sans douleur. C'est-à-dire qu'on va plutôt l'observer au moment de la mastication. Ces problèmes sont à prendre en compte de toute façon et on a des liens entre ces problèmes-là et un cheval irrégulier. Donc, où ça se situe sur le cheval vivant? C'est à cet endroit-là. On peut aller le palper et la plupart des chevaux ne réagissent pas. C'est-à-dire que même s'ils ont des problèmes au niveau de l'articulation, ce n'est pas spécialement sensible. S'ils sont sensibles à cet endroit-là, on va dire que c'est beaucoup plus mauvais signe. Un autre lien invisible, c'est l'appareil hyoïdien. Donc ça, c'est les petits os hyoïdes qui suspendent de la langue du cheval dans la bouche. Ils sont rattachés également par une articulation à l'articulation temporomandibulaire. Vous voyez déjà, tout est lié. Mais donc, cela aussi, forcément, je vous ai dit, le mors va aller appuyer sur la langue. Donc, il va donner des points d'appui sur cette langue. Et de la langue partent des chaînes musculaires vers le reste du corps du cheval, principalement vers le sternum et les épaules. Donc, on a une influence directe par rapport au point d'appui que vous donnez sur la langue, déjà sur les mouvements des antérieurs des chevaux. Et puis, on a toutes les chaînes musculaires et faciales. Donc là, lors d'une dissection en septembre, ils sont parvenus à sortir en fait la langue du cheval et en une chaîne, tous les muscles jusqu'au postérieur. Donc, tous rattachés. Il n'y a pas de coupure
entre les muscles. Ce n'est pas un muscle là d'un côté et un autre muscle de l'autre. Ils sont vraiment rattachés. Ce qui va nous donner aussi pour effet que si on a un problème à l'arrière du cheval, par exemple un postérieur, ça va se ressentir devant dans la bouche du cheval. C'est pour ça aussi que beaucoup de cavaliers disent le cheval il est beaucoup plus facile en sang mort. Imagine normalement un cheval bien dans ses baskets, on va dire ça comme ça, il peut être tout aussi bien monté avec un mort qu'en sans mort. Il doit être bien dans les deux. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de cavaliers qui alternent, qui disent pour plus de précision, de finesse, je monte avec le mort, et puis sinon, je monte sans mort, parce que voilà, tout va très bien. Et il n'y a pas de souci. Et ça, c'est une situation normale, qui n'est pas de différence. Quand on a des différences marquées comme ça, je dirais la plupart du temps, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que le mort va aller mettre des points sur les i, sur des zones qui, en fait, chez le cheval, sont hypersensibles. Et ça, ce n'est pas tout à fait positif. On a aussi le ligament nucal, qui, lui, part de la base de la tête du cheval et qui va se prolonger sur toute la ligne de dos. Et celui-ci va nous intéresser, par contre, par rapport justement au bridon. Donc, quand on va aller observer des chevaux, bien souvent, on peut avoir des chevaux avec des gros problèmes physiques. Et puis donc, ça va se marquer, on va dire, sous la selle. Donc, comme vous voyez ici, sur ce petit cheval, on a vraiment beaucoup de tension d'encolure. Il va un petit peu s'enfermer. C'est un cheval qui a été récupéré avec de gros problèmes physiques, qui, normalement, ne pouvait faire que du travail léger. Et qui a la chance aussi d'avoir une propriétaire bien à l'écoute et une coach bien à l'écoute. Et donc, avec du changement de matériel, et après on continue de voir l'évolution, c'est un cheval qui est beaucoup plus détendu, qui utilise bien tous ses muscles et qui, du coup, a récupéré vraiment une condition musculaire harmonieuse. Donc, d'un cheval qui n'était pas bien, on est arrivé à un petit cheval qui va bien, et qui peut même faire une petite reprise de dressage en concours, on va dire pas de haut niveau, parce que le cheval physiquement n'a pas ça, mais on est arrivé à des résultats beaucoup plus harmonieux. En conclusion, chaque mort donnera des points de pression différents dans la bouche, avec une influence différente sur chaque cheval. Donc, les questions de moi, je mets le même mort à tous mes chevaux, pensez aux chaussures. On n'a pas tous la même paire de chaussures, même si on aurait la même pointure. Chaque tétière, chaque bridon donneront des points de pression différents et auront donc aussi une influence différente sur chaque cheval. Pensez au ligament nucal, pensez aux muscles de l'encolure, qui sont reliés aussi avec le reste du dos du cheval. Alors, rassurez-vous aussi, et c'est ce qu'on verra aussi dans la deuxième partie, ne vous inquiétez pas. Pour certains chevaux, déjà, une petite adaptation du matériel peut apporter des résultats très probants, on va dire. Et pour d'autres, une petite différence dans le réglage du matériel peut avoir une incidence énorme. C'est ce qu'on appelle des chevaux qui vont être un peu plus sensibles. Souvent aussi, on a des propriétaires de chevaux qui disent ce cheval-là, je peux un peu lui mettre n'importe quoi. C'est vrai, si on met du matériel, on va dire juste bien, la bonne taille, le bon réglage, ça va très bien. Il y a d'autres chevaux, vous changez une mini-donnée et ils sont perdus. Ça ne va plus du tout. Et tous les problèmes physiques du cheval s'expriment dans la bouche et sur la tête. Donc ça, il faut y penser. Parce que souvent, on n'a pas ça en tête. La partie à l'avant du cheval est bien souvent une partie oubliée. On n'y pense pas. On adapte tout le reste, on fait venir des dizaines de professionnels, mais la petite partie devant, là, voilà, on met un mort, on met un bridon, on met un side pull en azur, et puis le reste fera la chose. Non, c'est beaucoup plus précis que ça. Donc, lors du choix du matériel, tout doit être pris en compte. Et ce qui veut dire aussi que même un cheval qui va bien peut avoir de l'inconfort.
Pensez à l'exemple, vous faites le tour de l'hippodrome, vous pensez au lingot d'or et vous allez quand même courir le bout de la course sur 2 pieds, mais en compensant pour le caillou. Hein, ça, c'est le cheval qui va bien. Souvent, on a des cavaliers qui disent ben, pas besoin d'adapter le matériel, mon cheval, il va bien, il n'a pas la bouche en sang, il n'ouvre pas la bouche, mais pourtant, on peut faire mieux. Il faut aussi apprendre à observer la biomécanique de son cheval et les signes d'inconfort et de douleur. Alors, la biomécanique, déjà, c'est un peu plus pointu, mais les signes d'inconfort et de douleur, les chevaux, ils le montrent, ils s'expriment. Alors là, j'ai encore un exemple aussi qui était un peu, on va dire, amusant, avec une jument qui avait été récupérée d'un centre équestre, une jument de 12 ans. C'est pas vieux. Et la cavalière aussi, elle dit, ben, moi, elle me convient bien parce qu'elle n'avance pas très vite. Donc, petit pas, petit trot, tout petit galop. Et en fait, la jument était très limitée dans sa locomotion par le matériel. Donc, ça convient bien, on va dire, pour un cheval d'école, parce que ça ne bouge pas beaucoup du coup. Mais bon, ça, c'est lent. On change le matériel. Et là, la jument commence à faire des grandes foulées, beaucoup plus d'amplitude. Et là, la dame, elle dit, mais c'est comme si elle avait une deuxième jeunesse. Mais je dis, mais votre cheval, elle n'est pas vieille, la jument, elle n'a que 12 ans. En fait, elle était limitée dans sa locomotion. Donc là, la dame était émerveillée parce que s'est dit, bah, pour finir, le cheval d'école qui avait l'air plomb-plomb, bah, en fait, il avait de très jolies allures. Il avançait très, très bien. Donc, c'était comme si elle avait acheté un cheval de grande école. Et ça, c'était un cheval qui, au départ, n'avait pas spécialement de problème de matériel. Il n'y avait pas spécialement de problème. Il n'y avait pas des choses qu'on va dire affolantes, ça ne va pas du tout. Mais malgré tout, ça a fait une différence. Le matériel doit être réévalué régulièrement dans le temps. Donc le cheval va changer aussi physiquement. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre un cheval de 5 ans, on parle d'un cheval même sans problème, ne va pas être le même à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce que physiquement, le cheval va changer. Sa conformation va changer, même s'il garde le même propriétaire, le même cavalier. Il y a plein d'éléments qui vont changer. Donc le matériel doit être réévalué. Après, si on a un cheval qui va être plus dans le sport, qui peut être monté par différents cavaliers, on va changer de cavalier par exemple, on doit réévaluer également le matériel. Bien avoir en tête que chaque cheval est donc un être unique, donc on oublie un peu les standards, tous les chevaux avec le même matériel, pensez on n'a pas tous les mêmes chaussures, et essayez de vous faire accompagner par un professionnel pour le choix du matériel. Pourquoi? Parce qu'on a une vue différente au sol que le ressenti du cavalier. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on n'est pas à l'opposé du coach. Moi, j'adore travailler avec les coachs à côté. On a le coach qui connaît généralement bien le couple cavalier-cheval. On a le cavalier qui a son ressenti. Et nous, on a notre vue de professionnel en disant, tiens, on pourrait changer ça et ça. Et voir aussi avec le coach les choses, les possibilités. Et ça, c'est intéressant. On travaille avec d'autres professionnels. Ce n'est pas une personne, chacun de son côté, et on n'est pas opposés. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention. Oui. Je vais juste vous amener le micro pour la question. Non, c'est pour les caméras. Oui, j'aurais une question. On entend souvent la phrase « c'est bien de changer régulièrement d'embouchure » pour le même cheval. Vous en pensez quoi? Non, une fois qu'ils ont le matériel qui est adapté, ce n'est pas nécessaire de changer toutes les 2 minutes. En fait, c'est ça. Il y a des cavaliers, je sais, qui changent toutes les 2 semaines, tous les 2 mois. Quand je parle de changement d'adaptation, c'est plutôt sur du long terme. Le cheval a progressé dans le travail, donc peut-être qu'il faut faire une réévaluation au bout d'1 an, 2 ans, mais pas au bout de 2 mois. Quand le cheval a son bon matériel, il y a justement le fait qu'il va être travaillé dans le bon sens, c'est agréable, il n'y a pas besoin de changer. Mais c'est vrai qu'on entend ça régulièrement, ou même changer pour les différentes disciplines. Alors on peut changer au niveau des anneaux, par exemple, encore, entre le dressage et on va dire l'obstacle. Mais bien souvent, si le cheval est confortable sur la même embouchure, on peut garder cette embouchure-là pour les 3 disciplines. Il y a beaucoup de... Il faut appuyer pour...
Il y a beaucoup de matières différentes dans les morts et on en voit de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être aussi un peu dans la deuxième partie de la présentation en fait. Mais oui, il y a des matières aussi qui vont être plus allergisantes que d'autres. Donc ça, c'est déjà important. Et le cheval a du goût. Donc il y a certaines matières que des chevaux ne vont pas apprécier par rapport au goût. Mais ce qui va compter d'abord, c'est la forme du mors. Mais après, on a les problèmes de matière, puis d'oxydation, d'entretien du matériel. Oui. Merci beaucoup. Et encore une question. Merci. Si je veux rencontrer un bitfitter pour mes chevaux, est-ce qu'il faudrait d'abord voir un ostéopathe ou etc., qu'il ait déjà des informations sur le physique du cheval? Oui, normalement, c'est toujours ce qui est le plus intéressant, c'est que le cheval ait un bon suivi du dentiste, de l'ostéopathe, que le saddle fitter soit passé avant. Mais ça, c'est toujours ce qu'il y a dans le meilleur des mondes, on va dire. Hein. Mais voilà, après, il y a des personnes des fois qui sont stressées, qui disent oui, mais le dentiste est venu, mais il y a 6 mois. Vous ne devez pas faire venir tout le monde juste la veille de ce qu'on vienne. Hein, comme j'ai dit, les plannings ne se mettent pas ensemble. Mais c'est vrai que, par exemple, au niveau ostéopathe, souvent, on a des tensions qui vont revenir. Que l'ostéopathe va vous dire, ben, tiens, là, le cheval est coincé et ça revient régulièrement. Donc, pour nous, ce sont des indications importantes, déjà, par rapport à l'adaptation du matériel. Et puis, ce qu'on a vu aussi, avec justement un suivi ostéopathique, c'est qu'il y a certaines tensions dans certaines zones du corps du cheval qui vont disparaître après l'adaptation du matériel. Donc, ça, c'est vraiment aussi important. Donc, là aussi, on travaille avec ostéopathes, vétérinaires, etc. Donc, pour l'adaptation du matériel. Mais c'est vrai que c'est dans le meilleur des mondes, on va dire, c'est que les autres professionnels soient passés avant et nous, on est un peu le dernier maillon de la chaîne.